Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, je me suis régalée encore une fois cette semaine. J'ai lu des choses complètement différentes et je suis passée par beaucoup d'émotions différentes elles aussi. Je vais donc vous faire partager tout ça. On commence tout de suite avec L'île de Yule de Johanna Gustafsson, publié aux éditions Kalman Levy Noir. C'était le dernier Johanna Gustafsson que j'avais pas lu. Je crois que je suis à jour sur cette autrice. Donc ici, on va rencontrer Emma. Emma qui travaille pour une grande société de vente aux enchères. Et elle est là pour faire les estimations des collections mises en vente. Et là, elle va se déplacer sur l'île de... je ne sais plus le nom de l'île, mais c'est une petite île qui est au large de Stockholm. Elle va faire l'estimation, elle va faire l'inventaire des biens d'une famille au sein d'un manoir sur cette île. Or, cette île... Ce manoir, eh ben, il s'est passé quand même des choses pas très ragoûtantes sur cette île. 9 ans auparavant, dans le jardin de ce manoir, avait été retrouvée pendue à un arbre une jeune fille. Alors pendue elle a été retrouvée avec un certain cérémonial qui a son importance, bien évidemment. Et forcément, eh ben, il y a toutes sortes de rumeurs qui courent sur ce manoir et sur cette famille. Et bien évidemment, Emma est au courant. Elle a même des heures spécifiques pour pouvoir travailler, pour éviter de croiser la famille. Donc, on est quand même dans cette ambiance-là. Et on a aussi, par la voix, on suit l'histoire, par la voix de l'enquêteur du début, qui a suivi l'enquête sur la découverte du premier corps. Et quand je parle de premier corps, c'est que fatalement, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, c'est qu'il va y avoir un autre corps qui va être découvert, cette fois-ci sous la glace, mais dans le cérémonial, rappelle beaucoup, voire même c'est le même, que le premier corps retrouvé pendu il y a 9 ans. Donc, l'enquête est relancée. Et on va suivre donc Karl, qui est le commissaire enquêteur de cette affaire. Et on va suivre aussi une troisième personne. On ne sait pas trop qui est ce personnage et ce que ce personnage vient faire dans l'histoire. On l'apprend au fur et à mesure des chapitres qui lui sont consacrés. Et forcément, ça a un lien, évidemment, avec cette histoire. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous sur ce roman. Sur les 30 à 40 premières pages, grosso plando, je me suis fait un tout petit peu yesh. Autant vous dire les choses comme elles sont, je me suis dit, c'est long, c'est lent, oh là là, c'est même chiant, il se passe rien. Franchement, Johanna Gustafsson m'avait habitué à mieux. Et puis, passé ces 30 à 40 premières pages, on a une première révélation. Et là, on peut dire vraiment que le récit commence. On peut dire vraiment que l'enquête commence et on peut dire vraiment que le suspense commence à y aller plein jus. Et donc, on y va. Et donc là, on déroule. On est vraiment dans on reconnaît vraiment la patte de Johanna Gustafsson à chaque fin de chapitre. Encourage vivement à enquiller sur le chapitre suivant. On sent bien la maîtrise du suspense. Et puis, arrivé aux 2/3 du roman, patatras, on a de nouveau un autre rebondissement qui vous fout une taloche derrière la tête, que tu ne vois absolument pas arriver. Tu te dis, mais on d'un chien, on va où là? Oh la vache, je l'avais pas vu arriver ce truc-là. Et puis, on déroule, et paf, arrive la fin. Bon, il y avait des choses que j'ai vues arriver, que je soupçonnais, pas tout quand même. Elle a quand même réussi à me surprendre, Johanna Gustafsson.
C'était vraiment super chouette. J'ai bouffé le roman en une journée et demie, je crois. Parce que le style de l'autrice, il est comme ça. Il est extrêmement addictif. Bon, le personnage d'Emma m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel parce que elle sait qu'elle va se mettre en danger. Elle sait que potentiellement, il peut y arriver. Elle va se mettre en danger en allant, en prenant certaines décisions, mais elle y va quand même. Et puis, bah, quand elle se retrouve dans le pétrin, elle dit: "Oh mon Dieu, j'aurais mieux fait de pas le faire." Bah oui, à ce moment-là, tu le fais pas, ma vieille. Je sais pas. Oh, elle m'a fait lever les yeux aussi. Elle m'a, par moments, elle est d'une confondante naïveté. Ceux qui liront le livre comprendront pourquoi. Parce que moi, il y a des choses qui m'avaient un petit peu gênée aux entournures. Parce qu'il lui arrive, voilà, elle vit un certain nombre de choses là sur cette île. Et il y a 2-3 bricoles qui lui sont, enfin, il y a 2-3 choses qui lui sont arrivées. Je lui dis, c'est un peu gros quand même pour être honnête. Et bah voilà, la suite de l'histoire m'a donné raison parce que voilà, c'était un peu trop gros pour être honnête, effectivement. Mais globalement, j'ai apprécié ma lecture, j'ai adoré ce qu'elle a fait des légendes, comment elle a intégré les légendes vikings dans ce thriller. C'était hyper intéressant, c'est une partie des légendes vikings que l'on ne connaît pas. Parce que bon, avec toutes les séries que l'on voit, tel Viking par exemple, qui porte bien son nom. Voilà, on a une version des légendes vikings, comment les Vikings vivaient et selon quels us et coutumes. On a aussi toutes les légendes vikings avec Thor, avec voilà Odin, avec tout ça, avec toutes les légendes. Mais là, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. D'une partie des légendes vikings, comment elle l'a intégré dans ce thriller, c'était hyper intéressant. Et voilà, je vous conseille vraiment la lecture de ce thriller si vous voulez quelque chose d'haletant et d'hyper intéressant à lire. Ensuite, on va continuer sur les légendes vikings. C'est complètement par hasard que j'ai lu ce roman, enfin que j'ai écouté ce roman à la suite du roman de Johanna Gustafsson. Il s'agit de Runborn, le tome 1, tir de Ariel Holtz, publié aux éditions, je m'en rappelle plus. Je vous mettrai peut-être l'édition ici ou en barre d'infos. En tout cas, je vous mettrai la vignette ici. Et effectivement, dans ce roman de fantasy, on va être plongé dans les légendes vikings par le biais de l'histoire de plusieurs personnages. Donc Tyr est un jeune homme qui vit dans son village. Il grandit avec ses amis, Elle et Bragi. Voilà, ils sont tout le temps fourrés ensemble, tous les trois. Ils font les 400 coups, ils chassent ensemble. Et on va, au début du roman, on va s'apprêter à célébrer un mariage entre 2 autres jeunes que connaissent bien nos héros. Et il va se passer quelque chose à ce mariage et qui va complètement bouleverser la vie de nos 3 héros. La sorcière du village va leur apprendre qui ils sont réellement, parce que ces trois jeunes gens sont marqués par... ils ont des marques sur le corps dont ils ignoraient complètement à quoi elles correspondaient. Et cette sorcière va choisir ce moment pour leur dire, pour leur révéler quelle est leur véritable nature, à savoir qu'ils sont marqués. Ces marques sont des runes, qui est la marque des anciens dieux. Parce qu'on rappelle que le Ragnarok a eu lieu, que les anciens dieux sont morts, ou enterrés, ou enfermés quelque part. Enfin bref, ils sont plus là pour faire chier. Mais qu'ils ont, avant de mourir, marqué un certain nombre d'humains qui, s'ils se regroupent, pourront faire revivre les dieux. Et donc,
la mission de Tyr et de ses compagnons, ça va être de retrouver les autres Runborn, tels qu'ils sont appelés, par-delà le monde, pour pouvoir accomplir cette fameuse prophétie. Alors, je ne spoil absolument rien, c'est vraiment le tout début de ce roman. Sauf que, forcément, cette recherche des autres Runborn ne va pas se passer comme prévu. Il va se passer plein d'aventures, de rebondissements, de retournements de situation. C'était... Et là, j'ai sorti le fameux bordel à cul, forcément, de la semaine dernière. C'était génialissime. Je me suis régalée de bout en bout. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a, on apprend encore plein de choses sur ces fameuses légendes vikings. C'est extrêmement bien fait. Le personnage de Tyr, il est extrêmement bien campé. Il passe par toutes sortes d'émotions, de l'incompréhension, de la colère, de l'amour, de la tristesse. Et il va énormément, enfin, sa vie va radicalement changer avec cette aventure. Il va vivre plus d'aventures en quelques années que plusieurs autres personnes dans toute une vie. C'est vraiment absolument génial. La fin tient en haleine et on se dit, ah là là, crotte, j'ai pas la suite, quoi. Franchement, là, Ariel Holtz, il a fait quelque chose d'absolument fantastique. C'est ah là là, c'est un péplum à la sauce viking, quoi. C'est Gladiator à la sauce. Quand Gladiator rencontre Thor, vous mixez les deux, ça fait Gladiator. Humour quand tu nous tiens. Je vous préviens, je suis extrêmement fatiguée, donc je fais des blagues à la con. La vidéo n'est pas encore terminée, on n'est pas à l'abri. Bref, c'est absolument génial. J'avais entendu l'avis de Stéphanie de la chaîne Piketty Booking qui m'avait vraiment donné envie de découvrir ce roman. Et quand j'ai vu qu'il était disponible en service presse numérique, pas numérique, audio sur NetGalley, j'ai fait la demande et cette demande a été acceptée. Mais franchement, allez-y, quoi, foncez. Si vous aimez les légendes vikings, si vous aimez la fantaisie, si vous aimez les combats, si vous aimez les rebondissements, si vous aimez les complots, allez-y. Franchement, vous avez tous les ingrédients d'une bonne saga fantaisie, on va dire young adulte. Mais c'est vraiment génial, j'ai adoré et j'ai vraiment super hâte de découvrir le tome 2 et j'espère qu'il ne sortira pas trop tard parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite. Voilà. Alors, enfin, je vais finir sur un coup de cœur, forcément. J'ai surkiffé ce que j'ai lu. Il s'agit de La Conjuration de Dante, de Fabrice Papillon, publié aux éditions du Seuil, dans la collection Noire. Et là, je vais ressortir un gros bordel à cul. Un très gros bordel à cul. Rappelez-vous, l'année dernière, j'avais lu Aliéné, du même auteur. Et son récit était absolument époustouflant. Ce qu'il avait réussi à faire, dans l'histoire qu'il avait réussi à faire, je me suis dit, il ne pouvait pas faire mieux. C'était avant de lire La Conjuration de Dante. C'est plus qu'époustouflant. Le roman s'ouvre sur un commando qui s'infiltre au Panthéon. Ils ouvrent une tombe. Et c'est pas n'importe quelle tombe, il s'agit de la tombe de Marie Curie. Alors il faut savoir que Marie Curie, quand elle est décédée d'une tuberculose, si ma mémoire est bonne, et son corps était tellement irradié qu'il n'y a pas eu d'autopsie de fait, il a été mis immédiatement dans un cercueil plombé afin de limiter les radiations. Et voilà, ce commando ouvre ce fameux cercueil de plomb et ils vont faire quelque chose de complètement impensable dès le début du roman. Ils vont subtiliser le cerveau de Marie Curie. Ils vont mettre ça dans un petit bocal en formol et ils vont s'enfuir par là où ils sont venus,
au nez, à la barbe de tous. Sauf que le larcin est découvert, et qui c'est-il qu'on va mettre sur l'affaire? La fameuse commissaire Louise Vernet, héroïne du précédent roman Aliéné. On la retrouve quelques mois plus tard, un peu mis au banc de la société policière, parce que bon, l'enquête précédente a laissé des traces, mais voilà, elle végète un petit peu dans un espèce de placard doré, mais enfin bon, c'est quand même un placard. Et un jour, qu'elle va prendre son service à son travail, on va déposer un corps à ses pieds. Un corps inanimé, certes, mais un corps quand même. Donc, tentant le tout pour le tout, elle va l'emmener à l'hôpital. On va lui passer une batterie d'examens. Sauf que, en lui passant un certain examen, cette personne va décéder. Et là, l'enquête va être proprement lancée. Louise va être propulsée dans une enquête complètement échevelée, complètement... Bon, allez, je vais faire la blague à la con. C'est dantesque. Forcément, vous allez me dire, c'est la conjuration de Dante. Oui, mais c'est dantesque. C'est dantologie. Dantologie. Bon, j'arrête avec les blagues à la con, mais c'est époustouflant, c'est prodigieux, c'est phénoménal ce qu'il a fait. Dans tout le roman, plusieurs autres cerveaux de grands scientifiques, de personnes vraiment éminentes, vont être subtilisés pour être disséqués. Pourquoi? Je ne vous le dirai pas, découvrez-le dans ce roman, mais on va naviguer entre la science, entre la cosmologie, entre la religion, entre la philosophie, entre la physique quantique. On aborde entre l'art, on navigue aussi dans l'art. Ah, bordel à cul, quoi! C'est génial! Alors, n'ayez pas peur, vous allez dire, ah ben oui, mais si c'est scientifique, si c'est machin, je vais rien comprendre. Rassurez-vous, Fabrice Papillon, il a... Oui, j'ai eu peur de confondre avec un autre. Bref, Fabrice Papillon, il est un peu comme Franck Tillier. Il aborde des thèmes scientifiques de telle manière, d'une manière simple, compréhensible par tout le monde, pour pouvoir étayer son thriller. Et là, il a fait des recherches de ouf. Moi, j'ai appris énormément de choses en lisant ce roman. J'ai même été fouinée sur Google par la suite pour aller vérifier certains points. Alors pas pour vérifier parce que je mettais en doute ce qu'il disait, mais pour voir si c'était vraiment vrai, quoi. Parce que il a pointé du doigt certaines choses qu'on passait complètement à côté, en fait, et qui étaient pourtant sous nos yeux. Et franchement, quand j'ai lu ce roman, j'ai aussi pensé à Franck Tillier, parce que dans ce roman, il est, sans vous spoiler, il est quand même vraiment beaucoup question du cerveau humain. C'est pas pour rien qu'on prélève le cerveau des grands scientifiques et des grands de ce monde. Je me suis dit, ouh, si un jour les deux auteurs décident d'écrire un roman à quatre mains sur le cerveau humain, un thriller sur le cerveau humain, parce que Franck Tillier, il a écrit aussi sur le sujet, franchement, je me disais, on pourrait éventuellement s'engager sur une pépitasse. Messieurs, si l'envie vous en prend, sachez que moi je suis preneuse. Je dis ça, je dis rien. Bon, ils ne verront jamais cette vidéo, mais bon, voilà. Si un jour quelqu'un de leur entourage voit la vidéo, sait-on jamais, il y a peut-être moyen de moyenner. Voilà, alors vous l'aurez compris, j'ai adoré ce roman. On retrouve Louise Vernet qu'on avait rencontrée déjà dans Aliéné. C'est une femme qui souffre encore des stigmates de son enquête précédente. Elle a d'autres casseroles au cul, si j'ose dire.
On va le voir encore dans ce roman, mais c'est quelqu'un de déterminé. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé se mettant en danger elle-même pour pouvoir aller jusqu'au bout de son enquête. C'est voilà, tous les personnages secondaires sont indispensables à ce roman. Et la fin, merde, la fin quoi. J'ai fait mais pourquoi? Pourquoi non pas cette fin? Je m'attendais pas à cette fin là. Mais elle est, enfin, la fin, elle est géniale. C'est la cerise sur le gâteau. C'est le bouquet final du feu d'artifice. Lisez. Enfin, je vais vous dire comme la semaine dernière pour l'ombre du prédateur de Gérard Sarian. Lisez ce roman. Si je vous convainc de lire qu'un seul roman cette semaine, c'est celui-là. Bon, les autres aussi, hein, bien évidemment. Sinon, je fais pas mon job. Mais c'est un coup de cœur intersidéral pour Fabrice Papillon. Là, il est vraiment au sommet de son art. Enfin voilà, pour Aliéné, déjà, je dis, il pourra pas faire mieux pour le prochain. Et là, avec la conjuration de Dante, il a fait mieux. J'ai encore plus aimé cette enquête-là qu'Aliéné. Franchement, elle est géniale. Ce roman est génial. Vous allez absolument apprendre plein de choses. Et voilà, c'est un roman qui fait poser énormément de questions sur la quête scientifique, sur l'être humain. Ça remet vraiment beaucoup de choses en perspective et franchement, c'était vraiment parfait. Le job est vraiment super bien fait. Franchement, lisez-le, découvrez-le, vous passerez un excellent moment. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir ces romans en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu aussi cette semaine. C'est toujours intéressant de discuter de différents points de vue. Voilà. Voilà. Sur ce, moi, je vais reprendre mon activité normale. Je vais vous laisser aussi reprendre votre activité normale. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!